Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce à ProCompta. Laisse-moi te présenter cette école à distance spécialisée dans la préparation du DCG, DSCG et DEC. Que tu sois encore étudiant, alternant, jeune professionnel ou en reconversion, ProCompta est une super option pour tous ceux qui souhaitent se former à leur rythme et ainsi concilier vie professionnelle et obtention des diplômes. Ils ont même préparé une surprise spécialement pour toi, alors reste jusqu'à la fin de cet épisode. Salut Wabe! Salut Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans tes locaux à Paris. Si je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, il va y avoir plusieurs parties. Donc d'abord, on va remonter au tout début. Wabe, où est-ce qu'il est né? Quel type d'enfant il était? Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit? Ensuite, on va parler de tes études. Quel choix tu as fait? Pourquoi? Est-ce que tu voulais déjà être expert comptable à l'époque? Pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Donc pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, nous dire, Wabe, ce que tu fais aujourd'hui? Oui, très bien Julie. Déjà, merci de te déplacer chez nous. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir faire partie des interviewés que tu as suite à ce que tu as lancé il y a 1 an, 2 ans. Ouais, c'est ça, il y a quelques temps. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Tu es expert comptable, c'est ça? Oui, donc aujourd'hui, je suis commissaire aux comptes expert comptable, chef d'entreprise, entrepreneur au service des entrepreneurs. Tu as créé ton cabinet il y a combien de temps? Donc j'ai créé mon cabinet en janvier 2020, dès que j'ai été diplômé, à la session de novembre 2019. Donc tu as eu le Covid juste après. Effectivement, j'ai eu la Covid 3 mois après, mais on a résisté. On est toujours là. On est toujours là. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire alors, Wabe, où est-ce que tu es né? Oui, donc je suis né sur une île plutôt, à Bastia, le 14 juin 92. Oui, donc toi, tu es plutôt du sud. Et quel type d'enfant t'étais? Est-ce que tu as eu des échos de ça, de ta famille? Est-ce que tu étais plutôt turbulent? Est-ce que tu étais sage? Comment t'étais? On va dire que j'étais assez excité, voire même très excité. Mes parents, du coup, m'ont tout de suite inscrit au judo pour justement essayer de canaliser mon énergie. Je trouve qu'ils ont fait le bon choix parce que le judo m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours. Donc un enfant super excité qui ensuite s'est contrôlé au fil des années. Et tu fais toujours du judo? Rarement. Je suis plutôt foot. T'as plus le temps? Non, c'est pas que j'ai plus le temps, c'est que le temps, en réalité, on a toujours le temps. Le temps, c'est nous qui décidons de savoir si on veut donner du temps à cette discipline ou non. C'est qu'en réalité, je suis moins épanoui au judo et je m'éclate plus au foot. Du coup, je préfère réaliser des urbanes avec des amis le mercredi et le dimanche. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Est-ce qu'ils étaient dans la compta ou pas du tout? Non, pas du tout. Mes parents, pour ma mère, elle est toujours, elle bosse à la DMR. C'est une association qui s'occupe des personnes âgées. Et mon père, là, aujourd'hui, il est quasiment en pré-retraite. Mais sinon, il a réalisé plusieurs corps de métier. Il était électricien, il était livreur à un moment donné pour Super U, assez bricoleur. Donc c'est plutôt ces métiers manuels qui sont pas toujours valorisés comme ils devraient l'être, mais utiles pour notre économie. Au niveau des résultats scolaires, alors tu disais que t'étais excité comme enfant. Est-ce que du coup peut-être que ça se ressentait au niveau des notes où tu tenais peut-être pas en place en cours ou au contraire, est-ce que tu arrivais à focaliser ton énergie sur les devoirs, etc. Comment ça se passait? Mais ma mère était souvent derrière moi, du coup ça allait. École primaire, j'étais excellent. Au collège, ça se passait aussi très bien. Au lycée, en seconde, ça s'est moyennement bien passé. Je faisais beaucoup de sport à ce moment-là. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, tu me diras. Mais c'est vrai que j'avais des résultats qui étaient, non pas décevants, mais j'étais aux alentours de 10, 10 et demi.
beaucoup moins qu'au collège ou à l'école primaire. Et ensuite, en première, je me suis repris, c'était une première STG à l'époque, et là, pour le coup, ça allait beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui a fait que tu es allé en première SMG? Du coup, tu savais déjà que tu voulais t'orienter un peu dans la gestion, dans la compta, ou c'était peut-être au niveau de tes résultats, on t'avait dit il faudrait que tu ailles plus dans une filière techno, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, alors que c'est pas forcément... Ouais, c'est vrai que cette filière, elle est pas suffisamment plébiscitée par les conseillers d'orientation ou le corps d'enseignement, qui considèrent que c'est une filière qui est réservée à celles et ceux qui ont des difficultés en seconde, par exemple. Pour ma part, j'avais le choix entre la filière économique et sociale, donc ES, ou la filière STG. Pourquoi j'ai choisi STG? Parce que je me suis dit que c'était une filière qui avait... J'ai beaucoup aimé les matières pratiques que ces filières peuvent transmettre, à la différence des filières scientifiques ou économiques et sociales qui étaient un peu trop générales. Mais... si c'était à refaire, je choisirais la filière STMG. Je ne regrette pas du tout ce choix. Au contraire, et aujourd'hui, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui aujourd'hui parviennent à exercer des métiers plus que plébiscités sans forcément avoir été issus d'une filière scientifique ou économique ou littéraire. Donc non, aucun regret. Mais je comprends ta question, elle a beaucoup de sens. Si c'était à refaire, je le ferais. On peut être expert comptable et avoir fait un bac STMG. Enfin, des fois, tu sais, on entend qu'il faut plutôt faire une filière générale, mais je pense qu'il faut pas se limiter à ça. Est-ce que toi, tu avais déjà cette idée quand tu es rentré dans la filière STMG de devenir expert comptable, ou c'était plus le monde de l'entreprise, etc., qui t'intéressait, et après tu t'es dit je vais choisir plus tard? Je t'avoue, j'étais un peu perdu. Je savais pas trop quoi faire. Je me voyais bien... dans le sport, peut-être pas forcément acteur, mais en tout cas être aux côtés de professionnels, parce que j'avais pas le niveau qu'il fallait pour prétendre à une carrière sportive, que ce soit au foot ou au judo, même si j'avais un niveau qui était plutôt sympa, mais c'était pas suffisant à mes yeux. Et en tout cas, j'étais pas armé mentalement non plus pour assumer toutes ces charges. Mais je réfléchissais peut-être une carrière... peut-être j'hésitais entre STAPS, après je me suis dit non, mais plutôt en banque, plutôt expert comptable. Non, quand j'étais en première, je pensais pas forcément à l'expertise comptable. C'était pas forcément ce qui faisait rêver. Et qu'est-ce que ça a donné du coup au niveau de tes notes? Est-ce que c'était c'est là que tu me disais que c'était à peu près 10-11, ou c'était peut-être plutôt en seconde? Ouais, en seconde, c'était plutôt en seconde. En première terminale, non, j'étais plutôt je crois que j'ai fini major de promo. Enfin, on dit premier de la classe au lycée, ou de troisième. En tout cas, j'ai été premier sur les 6 trimestres plutôt. Non, je travaillais plutôt bien, je travaillais même bien. J'ai eu le bac avec mention. Non, je bossais bien. Qu'est-ce que tu as choisi du coup en orientation post-bac? Parce que si tu étais un petit peu perdu, tu vois, est-ce que tu as postulé quand même à STAPS ou pas? Est-ce que tu as été directement dans la filière de gestion? Finalement, j'ai retenu l'IUT de Corté, et j'ai choisi les 3 filières, les 3 promos que proposait l'IUT de Corté, c'est-à-dire GEA, gestion des entreprises et administration, TC, technique et commercialisation, et il y en avait une autre, c'était... peut-être RH ou... Non, c'était NRC. Ah oui, c'est la vente. C'était, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, tu as été pris dans les 3. Ouais. Et donc là, comment tu as fait pour choisir? J'ai choisi mon choix numéro 1, GEA. GEA, parce que c'était peut-être un peu plus généraliste. Après, ça t'ouvrait plus de portes? Exactement, ça m'ouvrait plus de portes, parce qu'en réalité, choisir GEA, c'est pas forcément être expert comptable. Nous étions 60, je pense que sur les 60, nous sommes aujourd'hui... moins de 5 à être expert comptable et commissaire aux comptes. Donc GEA ne forme pas des experts comptables et commissaires aux comptes uniquement. Et du coup, quand tu arrives en GEA, alors comment ça se passe? Parce que je pense que c'est sensiblement un peu les mêmes matières comparées aux filières générales qui découvrent peut-être tout ce qui est gestion. Toi, tu connaissais déjà un peu. Est-ce que le niveau était plus élevé? Ouais, le niveau GEA à Corté en 2010-11 était vraiment, vraiment très, très élevé. Aujourd'hui, je sais pas parce que je n'y suis plus, mais ce que je sais, c'est qu'en 2010-11, c'était assez costaud. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé les matières comme le droit, le français, parce que du coup, c'est des matières
que tu vois moins, à la différence des bacheliers littéraires, scientifiques ou économiques. Du coup, j'ai beaucoup travaillé pour justement rattraper ce retard, tu vois. Par contre, pour les matières de management, de comptabilité, de gestion, j'étais plutôt en avance par rapport à celles et ceux qui étaient dans ma promo. Pourquoi ? Parce qu'en ES ou en S, tu ne travailles pas les matières de comptabilité. Donc, si tu veux, mais la différence qu'il y avait, c'est qu'ils ont appris plus rapidement que moi, je trouve, la comptabilité. Alors que moi, pour me remettre comme il faut au niveau, j'ai dû travailler beaucoup plus. Mais j'ai réussi ensuite comme il faut. Et j'ai terminé, je crois, 7e de promo en GEA sur les 2 ans. Ouais, donc c'est bien, tu t'es pas laissé abattre parce que tu sais, des fois, on a des profils où on va dire des bonnes notes, et puis quand tu es confronté à des personnes, entre guillemets, qui sont peut-être meilleures que toi au global ou sur certaines matières, on peut se dire, bon, bah, je laisse tomber, ça sert à rien. Mais toi, tu avais plus l'esprit de se dire, le compétiteur, un peu peut-être ton côté sportif, de se dire, bon, bah, je vais essayer de me mettre à niveau avec les autres. Et j'étais bien entouré aussi, j'avais des amis avec qui on travaillait, avec qui on sortait. On s'est tous tirés vers le haut et on a tous réussi à s'entraider. Et tu as peut-être dû faire un stage du coup en GEA ? Ouais, j'ai fait un stage effectivement, un stage de 2 mois. Non, j'ai fait un stage d'1 semaine en première année, de 2 semaines plutôt. Je l'ai fait chez Peugeot, une entreprise à Algageaul. C'était une relation de mon père, et au service commercial et comptabilité. Et en seconde année, un stage de 2 mois que j'ai réalisé dans un cabinet d'expertise comptable. Et donc, c'était une volonté de faire dans un cabinet. À ce moment-là, tu t'es dit, ouais, la compta, a priori, oui. C'est ce qui me plaît. Fin de 2e année, j'étais sûr de moi. Ou du moins, j'hésitais entre la filière ProBank et la filière d'expertise comptable. Donc, c'était les chiffres, quoi. Donc, c'était les chiffres. Comment ça s'est fait ? Tu disais que t'étais quand même un peu perdu. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est la banque ou c'est l'expertise comptable ? Est-ce que, je sais pas, peut-être qu'il y a des experts comptables qui sont venus présenter leur métier, ou peut-être pas ? Non, on va dire que je voulais pas m'arrêter tout de suite. Je voulais poursuivre mes études. J'avais 20 ans, c'était il y a 10 ans. Je me suis dit, c'est trop tôt pour terminer mes études. Il faut que je continue. J'ai l'énergie, j'avais le soutien financier de mes parents, j'avais un environnement propice qui me permettait de pouvoir poursuivre mes études sereinement. Donc il était hors de question pour moi de m'arrêter là. Pourquoi l'expertise comptable, ou du moins pourquoi la filière management, comptabilité, finance que j'ai réalisée sur Aix-en-Provence et pas la filière ProBank que Corté proposait d'ailleurs? Parce que j'ai pas été retenu. Du moins, j'ai mon dossier qui a été présélectionné par le responsable du département de la filière ProBank, sauf que c'est une promo qui était réservée aux étudiants qui réalisaient une alternance. Et j'ai envoyé des dizaines de CV, j'ai pas été retenu pour la filière ProBank. Du coup, comme j'ai pas trouvé de banque, il était impossible pour moi de réaliser mon apprentissage dans cette banque. Mais quand bien même une banque me serait proposée, j'aurais trouvé une banque, je ne sais pas si j'aurais choisi la filière ProBank. Mais le fait de ne pas avoir eu de retour, ça a facilité mon choix, quoi. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Et du coup, alors, c'était quoi les poursuites possibles ? Tu disais que... Donc moi, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt une L3 CCA. Alors, justement, moi, c'était pas une licence CCA. Sur Aix-en-Provence, on ne proposait pas la licence CCA, on proposait la licence Management, Comptabilité, Finance. C'est une licence assez large. C'était pas une licence, si tu veux, comme propose par exemple plusieurs IAE avec une licence CCA où tu rentres en licence, tu sais qu'à l'issue des 3 ans, tu seras titulaire d'un master CCA. Cette licence, justement, elle t'offrait la possibilité de pouvoir rêver de l'expertise comptable, mais pouvoir aussi rêver à d'autres métiers. Oui, t'as arrêté à la licence, peut-être si tu voulais pas continuer. Ou... Oui, par exemple, tu vois, oui, complètement. T'as fait un stage ou c'était en alternance ? Non, c'était en initial avec un stage. Oui, en initial. Toute ma formation a été réalisée en initial. Stage de 2 mois aussi, que j'ai réalisé en Corse. En cabinet ? En cabinet. C'était le même que... Non, un autre. Un autre ? Ouais. T'as testé plusieurs... Ouais, exactement. J'ai testé un autre cabinet parce que le premier cabinet dans lequel je l'avais réalisé, elle était en train de vendre. Du coup, je suis parti chez un concurrent. Et tu te rappelles ce que tu faisais comme mission ? Ouais, je faisais beaucoup de missions
De saisie? Beaucoup de saisie, ouais. Beaucoup de saisie, un peu de révision. C'était saisie, un peu de révision. J'avais pas trop de contact avec le client. Mais c'était beaucoup de saisie, un peu de révision, ouais. Que ça correspondait à ce que tu imaginais? Enfin, est-ce que ça t'a pas... Tu sais, on peut se dire, je fais que de la saisie, du coup, c'est pas fait pour moi la compta, ou je veux pas être expert comptable, alors qu'au final, la saisie, c'est pas le métier d'expert comptable, tu vois. T'avais pas forcément d'a priori sur ça, au final. Oui, et à 21 ans, j'avais pas la prétention tout de suite d'être expert comptable, d'autant plus que j'avais pas beaucoup échangé avec des experts comptables qui pouvaient me faire un retour d'expérience sur le vécu et sur le métier. Donc en réalité, si tu veux, je savais que j'étais indispensable parce que la saisie est indispensable pour qu'un bilan puisse être établi, et ce, quoi que l'on puisse dire aujourd'hui. Mais en réalité, je me disais, si tu veux, oui, c'est peut-être un peu chiant parfois, mais en même temps, c'est important pour l'équipe. Et je suis là que de passage. Donc il faut que j'apprenne un maximum, que je me familiarise avec l'outil informatique pour que je puisse être plus rapide et meilleur les fois d'après. Mais effectivement, c'est-à-dire que pour le coup, les stages, oui, c'était sympa, c'était bien, mais j'avais pas non plus des responsabilités importantes. Mais en même temps, tu peux pas donner des responsabilités à un stagiaire qui est là que 6 semaines ou 8 semaines. Donc j'en veux pas à mes anciens employeurs. Oui, clairement, c'est souvent, entre guillemets, les étapes par lesquelles il faut passer. Et du coup, ton master, pareil, c'était la suite logique après la licence, ou est-ce que tu t'es posé la question de savoir quel master tu faisais? Ouais, sauf que j'avais pas le choix. Pour faire le master 2 CCA, il fallait faire un master 1 comptabilité, fiscalité, finance et patrimoine. Du coup, je me suis dit, et du coup, on était une petite centaine, et il n'y avait que 30 places pour le master CCA. Il y a une sélection, un concours, une sélection à l'issue du semestre 1, où il faut avoir de bons résultats pour être retenu. Et là, c'était important pour nous de réussir. Je dis pour nous parce que nous étions un groupe de 4 étudiants avec qui on a grandi à Corté. On a décidé de poursuivre sur Aix, et on a réussi tous les 4. Parce qu'on avait une bonne méthode de travail, et on a pu aujourd'hui tous décrocher ce master CCA une fois le master 1 CFFP obtenu. Donc moi je suis ravi aussi du master 1 comptabilité, fiscalité, finance et patrimoine, parce que c'était pas uniquement que de la comptabilité. Donc, et aujourd'hui, le fait d'avoir un cabinet plutôt atypique démontre qu'en réalité j'ai fait le bon choix auparavant. Et donc tu rentres en master CCA, donc forcément tu avais déjà l'idée de passer le DSCG, ou c'était encore loin pour toi? Non, tu savais? Ouais. Dès le master CCA, avec un ami, nous avons pris des cours particuliers avec un professeur de comptabilité pour nous préparer à l'UE4. Donc j'étais en master CCA, et tous les vendredis, de 14h à 17h, nous allions, avec mon ami, voir notre prof particulier pour nous préparer à l'UV4 de compta. On a fait ça de janvier jusqu'au mois de juin. Et ça a apporté ses fruits au final? Alors, oui, en 2 temps, dans le sens où, une fois le master CCA obtenu, on a réalisé une prépa intensive à l'INES, sur Paris, pour les UV 1 et 4, qu'on a passé du coup au mois de octobre 2015, et en décembre 2015, j'ai eu les résultats personnellement. Ouais. J'ai eu 9 en compta et 8 en droit, et j'avais renoncé à l'UE du mémoire, et j'ai eu 14,5, et ça m'a permis d'avoir 10 sur 20. Comme quoi, des fois, il faut essayer de passer des épreuves supplémentaires, parce que oui. Le droit et la compta, on sait que c'est les épreuves les plus difficiles, et du coup, on prend un risque en ne passant que ces 2-là, où il faut vraiment avoir bachoté, quoi. Oui. Et donc là, tu venais du Sud et t'étais arrivé sur Paris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on regardait les prépas, il n'y en avait pas dans le Sud, pour le coup. Et du coup, tu t'es dit... on s'est dit Paris, on a regardé sur Internet. On s'est dit, allez, c'est que pour 6 semaines. Et au final, t'es toujours là? Ça fait 6 ans. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose, parfois. Et du coup, donc tu obtiens ton DSCG, et donc tu commences ton stage directement? Voilà, effectivement, j'obtiens mon DSCG au mois de décembre. Mon stage, il est commencé plus tôt, parce que du coup, j'ai trouvé mon premier travail le 16 novembre
2015. Donc je commence mon apprentissage le 16 novembre 2015 au cabinet Hoche Audit, qui était situé à l'époque avenue Victor Hugo. Mais au bout de 6 semaines, ma période d'essai a été rompue parce que je ne répondais pas au cahier des charges, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai trouvé dans la foulée, le 15 janvier, un job dans la foulée, parce que c'était les vacances ensuite, chez Diagnostic et Investissement, un cabinet à Montorgueil, cabinet d'audit et d'expertise comptable. On était à peu près 10 collaborateurs, où j'ai pu exercer ces deux métiers. Donc du coup, dans le tout premier cabinet, c'était que de l'audit ? Oui. Et c'était un choix pour toi de faire de l'audit ? Ouais, c'était un choix, ouais. Et tu voulais pas faire d'expertise ? Non, c'est que je me suis dit que vu que j'ai fait des stages, parce que du coup j'ai fait un stage aussi de 4 mois en master CCA, sur Aix pour le coup, du coup je me suis dit pourquoi pas commencer en audit et poursuivre ensuite en expertise. Et en même temps, je voulais un cabinet qui proposait les deux corps de métier, mais j'ai pas trouvé. Et en réalité, j'ai trouvé juste après. Et je suis effectivement resté les 3 années. Donc là, du coup, tu étais en stage. Alors, quelles étaient tes missions ? Est-ce que tu étais à 50-50 audit, expertise ? Comment ça s'organisait ? Ouais, je pense que si on fait une synthèse sur les 3 années, on va dire que j'étais plutôt à 50-50, ouais. Et ça te plaisait, ça correspondait à la vision que tu avais du métier ? Peut-être que là, du coup, pour le coup, tu avais plus de contact avec le ou les experts comptables ? Il n'y en avait qu'un seul, mais j'avais surtout la chance d'avoir une équipe de managers qui étaient vraiment top et qui m'ont permis de m'élever, de m'épanouir, de grandir, d'évoluer, qui étaient toujours dans la bienveillance. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur peut-être des clients sans les citer ou des missions d'audit où, je sais pas, tu te retrouves au fin fond de la Cambrousse ou, je sais pas, il y a des refus de certifiés ou ce genre de choses ? Écoute, en commissariat aux comptes... Ou des inventaires peut-être un peu farfelus, des choses que tu as dû compter Ouais, j'ai plus de... Il y a eu beaucoup d'histoires, hein. Mais farfelus qui m'ont marqué, pas vraiment. Je sais pas, c'était quoi les secteurs d'activité Alors, en CAC, c'était les crèches. Donc, on comptait pas les bébés, hein. mais oui, il y avait les crèches. Il y a eu... Non, j'ai pas vraiment d'histoire. Il m'est pas arrivé, si tu veux, de situation incongrues. Et en expertise, c'était vraiment, c'était de la tenue de dossier classique, oui, ou tu avais des missions de conseil Non, mais justement, en expertise, on avait un positionnement où on était déjà digitalisé à l'époque pour effectivement faire un peu de conseil, mais en réalité, il n'était pas suffisamment marketé, ce conseil. Donc, si tu veux, on n'était jamais en retard. En tout cas, on n'était pas tout le temps débordé. Il y avait du boulot, mais on n'était pas débordé. On subissait pas notre temps. Mais c'était effectivement de la mission de présentation des comptes annuels, une mission classique avec le social, le juridique. Et quand tu dis que vous étiez digitalisé, c'est-à-dire que c'était zéro papier ou quasi zéro. Donc à l'époque, c'était un peu avant-gardiste. Peut-être pour ça aussi que ça t'avait donné envie d'aller dans ce cabinet. Ouais, sur ça m'a beaucoup séduit. Le zéro papier, digitalisé. On avait SharePoint, un outil qui a été imaginé, conçu, en tout cas développé par mon patron, qui était vraiment top, quoi. Je ne sais pas s'il l'utilise encore aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une GED très, très opérationnelle. Oui, avec tous les dossiers classés dedans, dossiers permanents, dossiers annuels, etc., qui permettaient de retrouver tous les docs et de travailler même à distance. Je ne sais pas si du coup, il y avait peut-être du télétravail ou pas, du fait que ce soit digital. Non, il n'y avait pas de télétravail. Ils ont attendu le Covid pour se mettre. Au moins, c'est plus facile. Au moins, c'est plus simple. Digital. Non, quand on était souvent en déplacement pour les missions de CAC, mais là, pour le coup, on était chez le client, on n'était pas chez nous, mais on était 70% bureau, 75% bureau et 25% de clientèle. Et comment ça s'est passé, du coup, ton stage, tes journées de formation, le fait
de devoir jongler avec les e-learning, les rapports semestriels. Est-ce que tu étais à jour? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu posé problème Moi, dès que j'ai commencé mon stage, mon seul objectif, c'était d'être diplômé le plus rapidement possible, donc 26-27 ans. Donc en réalité, j'étais très, très, très assidu, très sérieux. Je partais en journée de formation avec la pêche pour retrouver mes camarades de promo. Et c'était très, très intéressant. J'avais un contrôleur de stage, Fabrice, avec qui on s'est éclaté aussi. Donc non, c'était top. Donc tu arrivais, entre guillemets, à t'organiser parce que tu étais motivé, que tu savais que ton objectif, c'était de l'avoir le plus rapidement possible. Et donc tu faisais ce qu'il fallait. Et du coup, comment t'as trouvé ton sujet de mémoire? Parce que c'est souvent un des problèmes. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, ce sujet. J'ai réalisé une prépa à l'ENOS, pour le coup, pendant 3 mois ou 4 mois, où on devait justement, pour m'aider justement à envoyer ma notice de mémoire. La formation durait 4 mois. Au bout de 4 mois, j'avais toujours pas de sujet. Alors que certains avaient un sujet et une notice prête à être envoyée, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, pour ma part, je n'avais rien. Et c'est l'actualité, la loi Pacte, qui a fait que, ou du moins plutôt le rapport de l'inspection générale des finances à charge contre les commissaires aux comptes, qui considérait à tort que les commissaires aux comptes étaient inutiles dans les petites entreprises. Et là, je me suis dit, j'ai mon sujet. Et du coup, mon sujet, c'était comment les commissaires aux comptes peuvent-ils exister, peuvent-ils continuer d'exister dans les entreprises avec la loi Pacte. Et toi, tu avais des entreprises dans ton portefeuille qui étaient du coup peut-être des petites entreprises parce qu'il faut quand même un cas d'étude, il me semble. Non. J'avais effectivement, sur les 20-25 mandats que détenait Diagnostic et Investissement, on devait avoir peut-être 6-7 mandats qui étaient concernés, mais c'était une minorité. Mais du coup, en tout cas, ça t'a permis de trouver ton sujet, parce qu'on sait que c'est pas forcément facile quand on a des missions un peu classiques, on va dire, et qu'on... en réalité, c'est une stratégie, parce que moi, du coup, c'était comment les auditeurs allaient-ils réussir à transformer des missions d'audit légal obligatoires en des missions d'audit légal optionnelles. Quel positionnement l'entreprise doit-elle adopter pour réussir à convaincre le client de recourir une nouvelle fois à la mission du CAC? Quelle stratégie mettre en place pour réussir à commercialiser des missions autres que la mission de certification des comptes annuels? Tu vois, c'est quelle démarche stratégique faut-il engager pour réussir? Au final, c'était plus peut-être un sujet organisationnel. Comment on peut vendre la mission qui n'est plus obligatoire, apporter toujours une valeur ajoutée. Peut-être ce que tu disais tout à l'heure avec le fait de bien marketer son offre, de bien vendre. En fait, c'était effectivement repenser le cabinet d'audit dans une démarche loi Pacte. Et finalement, ça a apporté ses fruits. Alors, est-ce que tu l'as eu du premier coup, ton deck? Non, presque. J'ai... on va dire un excès de confiance, un premier échec scolaire que j'ai connu en mai 2019, où j'ai obtenu 14 sur 20 au mémoire, 16 en déonto et 5,2 en révision légale et contractuelle. Donc note éliminatoire. C'est à 6. Voilà, c'est à 6, effectivement. Et même si la moyenne générale était supérieure quasiment à 12, mais j'avais une note éliminatoire. Du coup, je me suis posé beaucoup de questions. C'est-à-dire comment j'ai fait pour échouer si près du but alors que j'étais clairement préparé. Parce qu'en réalité, j'ai pas suffisamment bien préparé l'épreuve numéro 2 et j'ai surtout pas su gérer mon stress. C'est-à-dire que sur l'épreuve de 4 heures, je pense que j'ai commencé mon sujet au bout d'1h15, 1h20. Pendant la première heure, je regardais les dossiers, j'étais en panique, je m'en souviens comme si c'était hier. Dossier numéro 1, EARL, je ne sais même pas ce que c'était. Donc c'était sur l'agricole. Dossier 3, la fusion dans les associations. Dossier 2, c'était l'IFI. Le sujet, il est comme il est, tu vois. C'est juste quand je me suis dit, j'arrive avec un bloc de documentation et je trouverai toutes mes réponses. Et si tu veux, j'ai pas bien travaillé. J'ai pas bien travaillé parce que j'étais pas bien organisé. Ma documentation, je ne la connaissais pas. Et c'était un moyen pour moi
d'apprendre aussi à relativiser, parce que j'étais vraiment pas bien. C'est un premier échec assez violent, je l'ai assez mal vécu. Moi qui avais toujours jusqu'à présent tout réussi, le fait d'avoir échoué si près du but et de ne pas pouvoir être diplômé à 26, mais à 27 ans, ça m'a un peu fait chier pour le coup. Du coup, je suis revenu au mois de novembre. Pas plus préparé que ça, mais en tout cas avec un bon état d'esprit, avec une bonne documentation, avec une documentation équilibrée. Parce que certains on a tendance à arriver avec trop de documentation pour se rassurer alors que ça sert strictement à rien. Et là, j'ai réussi avec la manière. C'est-à-dire que j'ai eu 13,25, je crois. Quelque chose comme ça. 13,25, 13,75, 13 et quelques. Et là, j'étais content parce qu'à la fin, je peux dire que je suis un expert comptable complet, c'est-à-dire un expert comptable technique, un expert comptable qui connaît sa déontologie et un expert comptable qui a cette fibre commerciale capable de pouvoir valoriser son mémoire. Alors que c'est vrai que si j'avais réussi du premier coup avec un 6, dans ma tête, je me serais peut-être dit, oui, mais au final, je suis expert comptable et je suis chef d'entreprise, mais techniquement, je ne vaux rien. En tout cas, c'est ce que je me suis dit, même si c'est faux. On peut très bien avoir 6 et être un excellent expert comptable, parce qu'en réalité, on ne va pas être jugé sur 4h30, alors que ça fait quasiment 8 ans qu'on fait des études pour devenir expert comptable et commissaire aux comptes. Mais en tout cas, c'est ce que je me disais. Peut-être pour me rassurer, pour essayer de passer à autre chose et relativiser. En tout cas, ça a bien marché. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir dire qu'échouer, c'est pas grave, qu'il faut échouer pour revenir plus fort. Et aujourd'hui, je suis très fort mentalement. Et ce que tu disais justement, que tu avais le petit truc de te dire je suis pas diplômée à 26 et je suis diplômée à 27. Donc ça faisait un petit moment que tu avais cette volonté justement d'être diplômée le plus tôt possible. C'était entre guillemets du simple ego, ou c'était parce que tu avais vraiment la volonté de créer ton cabinet, parce que je sais pas, tu t'épanouissais peut-être pas en tant que salarié, c'était... Un mix des deux. Tu vois, pour moi, le bac, tu l'as à 18 ans, ton bac plus 2, tu l'as à 20 ans, ta licence 21, ton master 23, et donc ton DEC 26. Tu vois, parce que je considérais qu'il ne pouvait pas y avoir, il ne doit pas y avoir d'échec. Et je considérais que, par exemple, pourquoi partir une année, 2 années pour partir retarder, pourquoi mettre en pause son stage, alors qu'en réalité, non, s'il faut le faire, si on a une opportunité, il faut le faire. Mais tu vois, il y a 10 ans, j'avais pas ce recul. Non, c'était tout de suite, je veux réussir et passer à autre chose. Alors que j'aurais très bien pu faire autre chose pendant 2-3 ans et revenir. Mais pareil, je regrette pas ce que j'ai fait, et si c'était à refaire, je le referais. Du coup, alors, je suppose que est-ce que t'étais vraiment super content le jour où t'as eu les résultats? C'était peut-être plus un soulagement de te dire ouais, c'est bon, j'ai pris la revanche. C'était... Voilà. Tu savais que t'allais l'avoir ou pas cette fois-ci? Oui, non, mais il était hors de question que j'y retourne sans... Moi, dès que j'ai terminé l'épreuve, je savais que j'allais réussir. La question, c'était à combien? Est-ce que c'est la moyenne générale à la fin, quoi? Est-ce que je vais arriver avec une mention bien, ou est-ce que je vais frôler la mention bien? C'était plus ça que je voyais. Peut-être aussi pour rendre tes parents fiers? Oui. Ou c'était plus pour toi? Je pense qu'il y a un mix des deux. Mes parents, ils étaient déjà fiers de moi. Mais oui, le fait d'avoir un diplôme les rend davantage fiers, c'est certain. On va pas te raconter n'importe quoi. Mais je voulais réussir avec la manière. C'est important de réussir avec la manière. C'était surtout ça. Moi, je voulais y retourner, me dire que je suis capable aujourd'hui et je dois pouvoir être en mesure de justifier que je suis un bon technicien. Et ça passe par l'exercice. Et quand tu as ton DEC, tu étais encore dans le cabinet à l'époque? Ou t'étais déjà parti ouais. J'étais un petit peu prof. J'ai créé une société qui s'appelait WD Formation. Et je donnais des cours dans beaucoup d'écoles. Je donnais peut-être cours 45 ou 50 heures par semaine. Ah ouais, c'est énorme. Dans 5-6 écoles. Ah oui, c'était assez sportif. Et tu donnais déjà des cours quand tu étais pendant ton stage, un petit peu? Ou non, pas du tout? Non. J'ai terminé, si tu veux, en avril 2019. Voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, tiens, voilà, au mois de mai, je passe mon DEC. Au mois de juillet, je m'installe. Enfin, au mois d'août, une fois que mon dossier est accepté par l'ordre, et je me lance. Sauf qu'en réalité, vu que je n'ai pas eu le DEC, je me suis lancé, mais différemment. Donc, dans l'enseignement. Et donc,
J'ai appelé des copains qui m'ont aidé à intégrer certaines écoles. D'autres, j'ai pris l'annuaire et j'ai appelé un par un, une par une plutôt les écoles, jusqu'au jour où je me suis dit, mais voilà, j'ai suffisamment d'écoles, j'ai suffisamment d'heures, et je peux aujourd'hui produire ces heures et transmettre ce savoir à mes étudiants et mes étudiantes, le temps de pouvoir commencer ma carrière. Et ça t'a plu alors de donner des cours? Parce que si t'avais jamais fait, ça doit être impressionnant au début de passer de l'autre côté, de se dire que t'es encore quasi étudiant, on va dire, parce que t'avais eu des journées à l'ordre, etc. Et de passer de l'autre côté de la barrière, comment tu l'as vécu ça? Écoute, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu parce que je pense être quelqu'un de pédagogue qui aime transmettre, qui aime être proche de ses étudiants. Du coup, en réalité, je me suis éclaté. Donc un beau souvenir. Et tu donnais cours dans quelles écoles? Est-ce qu'on les connaît ou pas? Certaines oui, d'autres non. Je donnais cours il y avait l'ISG, c'est une école de commerce, avenue Victor Hugo. Il y avait l'ISEG, une école de co à la Défense. Il y avait le NGDE, l'école d'expertise comptable. Il y avait le groupe PPA. Il y avait une école dans le 9e, dans l'hôtellerie et la restauration. Ah oui, t'étais vraiment à fond là, t'avais toutes les écoles. Et j'ai eu 3 facs, Dauphine, Assas, c'est arrivé après, la fac d'Aix-en-Provence, master CCA grâce aux relations que j'ai tissées avec la directrice du département. Et comment tu faisais alors? C'était en visio celle-ci ou tu te déplaçais Non, c'était dans en le sud? visio justement parce que c'était pendant l'année Covid. Covid, ouais. Mais là par exemple j'ai toujours la fac d'Aix, mais pour le coup je me suis déplacé parce que j'aime bien rencontrer à minima au moins une fois mes étudiants, quoi. Donc on s'est arrangé avec l'administration pour faire cours toute la journée. Du coup j'ai pu faire 8 heures de cours sur les 20 heures prévues, ça me fait quasiment 30% auprès des étudiants, quoi. Donc c'est quelque chose que tu as conservé aujourd'hui et qui te plaît Alors aujourd'hui, j'ai plus d'école. J'ai conservé effectivement cette fac sur Aix, en CCA, matière de com, donc j'enseigne la com. J'ai conservé Dauphine en comptabilité et j'ai Assas aussi auprès du magistère pour les étudiants de droit, 4e année. Première année, je ne sais pas en quoi ils sont. La rentrée, c'est mardi prochain, en quota. Tu as été aussi président d'Annex Île-de-France, je crois, pendant ton stage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'Annex et qu'est-ce qu'on fait quand on est président régional comme ça? Ouais, écoute, l'Annex, c'est l'association des futurs grands. C'est l'association nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires qui a pour objectif d'aider, de représenter et d'informer les stagiaires experts comptables. C'est l'association qui te permet de te forger une personnalité, je trouve, et d'avoir un réseau, et de rencontrer beaucoup de monde. Et de pouvoir aussi, et surtout, réussir le diplôme grâce aux formations qui sont organisées par Annex, avec un bureau engagé, donc un bureau en région qui va être engagé, qui va être responsable, qui va tout faire pour que ses adhérents, en l'occurrence les adhérents franciliens, puissent réussir à décrocher le DEC. En réalité, ça doit pour moi être un passage obligatoire. Il y a la convention tripartite entre l'ordre, l'employeur et le candidat, l'employé, le stagiaire. Et pour moi, à côté de cette convention, il doit y avoir l'adhésion à l'annexe. Donc beaucoup de cabinets offrent la cotisation à leurs salariés. Beaucoup d'ordres, notamment l'ordre francilien, incitent nos étudiants et donc nos stagiaires à adhérer à l'annexe. Et il faudrait systématiquement le faire parce que c'est important. Donc moi, je me suis éclaté en tant que membre du bureau, que ce soit en 2017 ou 2018, avec Pierrick en 2017 et Julien Lepuil en 2018. Et effectivement, j'ai pu être à la tête de cette association en 2019, où je me suis éclaté avec un bureau top. Je me suis vraiment éclaté. Et on se souvient avec Jean-Baptiste Arnold, qui était mon VP, mais avec qui on a co-présidé cette association, parce qu'on s'est vraiment éclaté. On a fait beaucoup de choses, et c'était vraiment bien. Eh oh, c'est encore moi. Je reviens te parler de ProConta. Tu sais, l'école à distance dont je t'ai parlé au tout début de cet épisode. Ils proposent des trucs de dingue, comme la vidéocorrection dans laquelle le professeur se filme en train de corriger ta copie. Tu bénéficies donc de conseils ultra personnalisés et tu sais comment t'améliorer.
Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais étudiante. Envie d'en savoir plus? Ils ont accepté de te mettre à disposition 4 dossiers d'entraînement au DSCG avec les corrigés intégrés. Cela concerne l'UE 1, 2, 3 et 4. Je te mets le lien en barre d'infos. Et maintenant, retour à notre invité du jour. Du coup, une fois que tu as été diplômée, là ça y est, tu l'as le diplôme, tu as créé ton cabinet direct? Ouais. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. C'est d'ailleurs Virginie Rothman qui m'a inscrit le 14 janvier. J'étais avec eux. J'avais été invité par l'Ordre qui organisait son séminaire à Florence. Et il y avait une session la veille où elle m'a officiellement adoubé. En tout cas inscrit. Et moi, je suis arrivé justement avec Jean-Baptiste. On y était tous les deux en 2020, en janvier. Et du coup, j'étais officiellement expert comptable et c'était sympa aussi. Et tu t'es pas senti, tu vois, le fait de, entre guillemets, tu avais fait tes 3 ans de stage et comme tu le disais, donc toi, tu voulais passer le diplôme le plus rapidement possible, mais je crois que la moyenne d'âge à peu près d'obtention du DEC, c'est autour de la trentaine, donc c'est en général des personnes qui ont plus d'expérience. Ça t'a pas fait peur, tu vois, de te lancer, de te dire, j'ai 3 ans d'expérience, je vais lancer mon cabinet, est-ce que je suis vraiment, je sais pas, légitime? Est-ce que je suis vraiment capable? J'ai jamais fait ça. Ou peut-être aussi que le fait d'avoir eu des bonnes notes, etc., ça t'a donné confiance en toi de te dire, bah oui, je suis capable. Honnêtement, j'ai pas eu ce frein psychologique. De me dire, j'ai 27 ans, je suis chef d'entreprise, mais je suis pas crédible. Mon costume, il va trop grand. Non. Moi, je me suis dit, j'ai mon diplôme, donc je suis légitime. Bien évidemment, j'ai beaucoup moins d'expérience que certains de mes confrères ou consoeurs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. C'est vrai, c'est un fait. Mais j'ai aussi ma personnalité, ma jeunesse, ma petite expérience qui me permettent de pouvoir y aller. Et non, il n'y a pas d'âge, comme dirait Mbappé. Et c'est quoi alors les étapes pour ceux qui nous écoutent quand tu crées un cabinet? Parce que donc du coup forcément tu t'inscris à l'Ordre d'abord, c'est mieux. Ouais. Et après alors comment tu fais? Parce qu'il faut trouver le nom, il faut trouver potentiellement les locaux, même si on pourrait travailler de chez soi. Il faut trouver des clients. Comment tu fais pour trouver des clients? Est-ce que tu avais déjà des pistes? Est-ce que tu as dû aller les chercher entre guillemets? Si c'est un réseau, comment on fait? Écoute, dès le début de mon stage, je savais que j'allais être entrepreneur à la fin de mon stage d'expertise comptable. Soit avec mon patron, et donc via l'intrapreneuriat, soit sans lui, via l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur des termes d'une association. J'ai pris mes responsabilités, il a pris les siennes, et on s'est séparés. Ça se passe très bien, mais j'ai pas trop de contacts, mais si je l'appelle, il me répond, et s'il m'appelle, je réponds. Mais on n'a pas, si tu veux, conservé ce lien qui nous unissait quand j'étais collaborateur. Donc je lance mon cabinet. Il me faut un nom, effectivement. Et ce nom, si tu veux, j'ai voulu que dans ce nom transpirent des traits de ma personnalité. Fijicab. Pourquoi Fijicab? Fi parce que je suis quelqu'un de très bienveillant, je suis quelqu'un qui aime l'humain, donc Fi de personne physique. J'ai cette compétence dans le digital, j'ai grandi avec, comme toi, donc J de digital. Et ces 2 valeurs, j'ai souhaité qu'elles soient abritées dans un cabinet. Donc cab de cabinet, donc Fijicab. Audit et conseil. Donc audit pour le commissariat aux comptes et le conseil pour l'expertise comptable, parce que pour l'expertise comptable est dans le conseil. Donc le nom, j'ai mis du temps à le trouver aussi, mais on a brainstormé, on a échangé, amis, famille, professionnels. Et j'ai trouvé ce nom sympathique qui pourrait évoluer avec le temps, parce que peut-être que demain je serai moins seul, peut-être que certains diront Fijicab c'était un temps, et maintenant il faut passer à autre chose, pourquoi pas, je suis ouvert. En tout cas aujourd'hui, j'aime bien ce nom, c'est une marque, on fait tout pour que cette marque commence un petit peu à être connue, même si aujourd'hui Fijicab c'est plutôt Wahib que Fijicab, et j'aimerais bien que ce soit Fijicab et plus Wahib. Donc ça passe par une stratégie de com qui est en train d'être déployée en interne, où on va beaucoup bosser notre image sur l'exercice 2023. Ensuite, tu me dis quel client, comment, pourquoi. Voilà. Moi, je pense que pour pouvoir entreprendre une fois diplômé, qu'on ait 27, 30 ans ou 35 ou 40 ans, peu importe, il faut préparer. Préparer, c'est quoi? C'est se le dire.
intérieurement qu'on va se projeter, tout faire pour se projeter parce qu'on se dit qu'on va vraiment se lancer. Et donc, il faut en parler, sans en parler, cultiver son réseau. C'est surtout ça. Pour moi, c'est le réseau. Moi, aujourd'hui, mon cabinet a bientôt 3 ans, parce que je me suis inscrit en tant que personne physique le 14 janvier, mais ma structure a été créée le 9 mars. Le temps de trouver le nom. Le temps de trouver le nom. Pourquoi j'avais fait ça? Pour gagner du temps, justement. Parce que la commission pour les personnes morales, je n'étais pas encore prêt, parce qu'il fallait des documents, une usine à gaz. J'ai dit, tu sais quoi, on m'inscrit en tant que personne physique, comme ça, c'est fait, et on verra la structure après. Et donc, qui a bientôt 3 ans, cette structure qui a bientôt 3 ans, en 3 ans, du coup, j'ai jamais démarché le moindre client. J'ai jamais démarché le moindre prospect, aujourd'hui. Vraiment. Et pour ceux qui nous écoutent, peut-être, tu vois, qui n'ont pas forcément de réseau, c'est de se dire, en fait, il faut profiter justement du stage, etc. Oui. Par exemple, notamment de l'annexe, pour justement se forger ce réseau-là. Parce que quand on dit réseau, c'est pas forcément que le réseau d'entrepreneurs, entre guillemets, qui pourraient faire appel à nous. Ça peut être aussi des confrères qui vont nous sous-traiter des dossiers, ce genre de choses. Alors, oui, après, on va en parler juste après, la sous-traitance. Mais pour moi, si tu veux bien, pour moi, il y a moi, j'ai plusieurs réseaux. Moi, j'ai le réseau Corse, parce que j'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas, j'ai mes amis, et ça, c'est un réseau que tu ne perdras jamais. Ensuite, j'ai le réseau étudiant, 2. Ensuite, j'ai le réseau foot, j'ai le réseau judo, j'ai le réseau association, j'ai le réseau rencontre, j'ai le réseau client. Le réseau, en réalité, il se construit au fil du temps. Tu vois, aujourd'hui, tu es mon réseau. Et je suis ton réseau. Et donc, ainsi de suite. Si demain tu as besoin de moi, je suis là. Et si moi j'ai besoin de toi, tu es là aussi. Et c'est ça le réseau. Et en fait, si tu veux, il faut parfois le matérialiser, ce réseau. Être capable de pouvoir échanger de temps en temps avec ces personnes avec qui on a tissé du lien. Pour justement que ce soit pas, non pas un réseau, mais juste une connaissance de passage. Donc c'est important, si tu veux, de bien réseauter, de cultiver son réseau et d'être honnête et transparent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est uniquement là pour faire du business avec toi, ça ne marchera pas. Donc être patient, prendre le temps, c'est vraiment important. Donc pour moi, le réseau, il se construit au fil du temps. Un réseau famille, un réseau amis. Non, c'est très très important. Peut-être ce que tu veux dire dans le fait de pas faire vouloir faire du business, c'est en gros d'abord donner, de pas avoir peur. Ouais. Ce que tu dis quand je dis donner, c'est genre passer du temps et pas juste appeler la personne pour dire j'ai besoin d'un client. Après, tu vois, donner pour recevoir, oui, mais si on y va dans cette optique, ça marchera pas. En fait, il faut être naturel. Franchement, j'ai du mal à sans attendre forcément quelque chose en retour. Ouais, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'en réalité, ça ne s'explique pas. Ça se fait naturellement. Quand tu es chef d'entreprise, tu es à l'affût d'opportunités, bien sûr, mais tu es surtout bienveillant, sympathique, souriant, à l'écoute, volontaire, pour essayer de continuer à grandir et à passer du bon temps. Mais si c'est pour se dire, tiens, je sors à cet endroit parce qu'il me faut absolument 3 leads pour que je vais transformer la semaine d'après, peut-être que ça marche, mais en tout cas, c'est pas ma strate. Et les leads, pour peut-être ceux qui nous écoutent, qui savent pas trop ce que c'est en gros les prospects, on va dire, avant l'étape qui passe client, l'étape un peu où ils sont à l'état de connaissance. Enfin, en tout cas, ils savent ce que tu proposes comme service, etc. Et potentiellement, plus ou moins court terme, ça va devenir un client. Et tu voulais parler un peu de la sous-traitance. Je sais pas si tu en as fait, toi, quel est ton avis là-dessus? Non, moi, j'en ai pas fait et je considère que c'est pas une solution viable pour les entrepreneurs qui souhaitent réellement entreprendre. Je considère que ça peut être une aide quand tu démarres, pourquoi pas, mais ne vous noyez pas dans la sous-traitance. Parce que la sous-traitance, c'est intéressant parce qu'on peut facturer entre 500 et 800 euros la journée en fonction de vos compétences et des missions sur lesquelles vous allez être placé. Donc oui, c'est sympathique parce que quand tu fais 800 fois 20 jours, 16 000 euros de chiffre d'affaires. En brut. En chiffre d'affaires. Oui. Mais tu dis 16 000 euros. C'est pas 16 000 euros de REM. C'est pas 16 000 euros de REM. Mais même si tu retraites, je sais pas moi, si tu prends 40% par exemple, ça peut te faire 6 400 euros de REM. Bon, les comptes sont pas du tout optimisés là. Mais admettons, entre 6 et 9 000 euros, oui, c'est bien, ça fait rêver. Mais en réalité, tu es obligé de produire.
chaque mois. Donc pour démarrer, tu peux faire 3 mois, 4 mois pour éviter de recourir à un emprunt pour justement construire l'image de marque de ton cabinet. Et tu te dis, je vais produire pendant 4 mois, avoir du chiffre d'affaires. Et dans 4 mois, j'ai 20 x 4, 16 x 4, quasiment 60 000, un peu plus de chiffre d'affaires et donc de trésorerie. J'isole la TVA. Avec ce cash, tu vas pouvoir, du coup, avoir un site internet, recruter pourquoi pas ton premier collaborateur, et ce même si tu n'as pas de client, mais qui va t'aider à en avoir justement. C'est important, tu vois. Que ce soit un tremplin, avoir de la sous-traitance en récurrence, tout en développant sa clientèle pendant 1, 2, 3, 4 ans, pour moi, c'est pas la bonne solution. Ça peut marcher, je dis pas que ça ne marche pas. De mon point de vue, c'est pas la bonne solution. Donc moi, je dis oui à la sous-traitance, mais à petite dose, surtout pour se lancer. Parce que c'est peut-être un risque aussi de s'enfermer, entre guillemets, dans entre guillemets la facilité de se dire bon j'ai des dossiers qui, j'ai déjà du taf, au final je suis pas vraiment entrepreneur, Pour moi la sous-traitance en full time c'est du salariat déguisé. La sous-traitance ponctuellement c'est un moyen pour l'entrepreneur de payer pourquoi pas ses charges fixes, de se lancer. Donc je dis pourquoi pas, que ce soit comme je l'ai dit tout à l'heure au début pour se lancer et on arrête au bout de 4 mois, ou quelqu'un qui a recours à la sous-traitance une demi-journée par semaine, tout le temps, pourquoi pas ? C'est comme si on avait un client récurrent. Ça, oui. En tout cas, moi, c'est pas ma stratégie et j'incite pas les confrères et consoeurs qui pourraient nous écouter, ou du moins celles et ceux qui pourraient le devenir, se dire je vais faire de la sous-traitance. Dans ce cas-là, dirige plutôt vers l'intrapreneuriat. Reste dans la structure et associe-toi avec ces personnes. Ça a plus de sens. Et tu disais tout à l'heure aussi, forcément, quand on est entrepreneur, parfois, il faut recruter des personnes. Est-ce que toi, t'es resté seul au début ? Est-ce que tu as recruté directement ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai recruté tout de suite. J'ai commencé par des stagiaires qui étaient mes étudiants, qui me proposaient, ou que j'ai proposé un stage. Et ils ont tout de suite répondu présent et j'ai commencé comme ça. Et après, du coup, tu les as eu en stagiaire et ensuite tu les as embauchés pas forcément. À plein temps ? Non. Certains, c'était juste c'était alimentaire. Donc pour moi aussi, du coup, c'était un moyen d'être aidé, accompagné, épaulé. D'autres, oui. D'autres, non. Ça dépend. Ça dépend. Et là, aujourd'hui, tu as des collaborateurs oui. en full-time ou... Oui, aujourd'hui, on est 8. 8 collaborateurs ouais. 8 collaborateurs, dont 3 apprentis. Et le reste, c'est du full-time. Ouais, donc c'est quand même... ça a bien grandi en 3 ans. Ça a bien grandi, ouais. Et toi, justement, je sais que tu dis souvent que les cabinets d'expertise comptable, c'est pas tes concurrents et que c'est plutôt les cabinets de conseil. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Alors, une réponse en 2 temps. Pourquoi ? Parce que c'est le constat que j'ai tiré de mon cabinet. Aujourd'hui, 80% de mon chiffre d'affaires, c'est des missions qui ne sont pas encadrées par l'article 2 de l'ordonnance 45. Donc, ce sont des missions de conseil. J'ai 20% de mes missions qui sont des missions relatives à la mission de présentation des comptes annuels. Et donc, je me dis, quand je fais le rapport 20-80, je me dis quoi ? Je me dis, mes concurrents directs, bien que ce soit les experts comptables, mais je vais plutôt partir sur mes concurrents indirects, qui sont les cabinets de conseil. Pourquoi ? Parce que c'est des professionnels qui font la même chose que moi, sans le diplôme, parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'avoir le diplôme pour délivrer les prestats que je réalise aujourd'hui. Et du coup, je considère que ce sont eux mes concurrents. Par contre, pour la mission de présentation des comptes annuels, mes concurrents, bien sûr, surtout mes confrères et consoeurs, sont ces professionnels qui sont inscrits à l'ordre, bien sûr. Je trouve qu'il y a suffisamment d'entreprises en France et suffisamment d'experts comptables pour ne pas se marcher dessus. Et justement, sur les 80% où tu nous parles de chiffre d'affaires lié au conseil, c'est quel type de mission du coup ? Alors, en 1, c'est les missions de consultation. Les consultations fiscales, juridiques, sociales, sur X thématiques. Ça peut être la crypto, parce qu'on a pas mal de particuliers ou d'entrepreneurs qui investissent et qui ne savent pas comment ensuite optimiser les rendements qu'ils pourraient avoir. Du coup, on réalise des consultations qu'on market, personnalisées, des rapports, 20, 25, 30 pages, peu importe. Tout va dépendre surtout du contenu.
de ce qu'il nous dit. Et nous, ensuite, tout va dépendre de la jurisprudence et de ce qu'on peut dire. Et là, c'est une offre que j'ai développée avec une avocate fiscaliste. Et on propose, si tu veux, une offre tous les deux. Donc c'est un package, c'est une offre à 5 000 € qu'on facture à nos clients. Donc ça, c'est une presta qui marche très très bien. Et ça, c'est plus des personnes, peut-être des personnes physiques ou des personnes... Les deux. Enfin, c'est des dirigeants, donc des fois qui ont peut-être déjà un expert comptable, mais qui cherchent un avis sur une situation... Oui, par exemple, je te dis une bêtise, ça peut être un entrepreneur qui a son expert comptable depuis 5 ans, mais qui s'interroge sur la pertinence ou non de créer une holding. Ben moi, il vient me voir, moi, avant de lui dire, tiens, la holding, c'est tant, je vais lui dire, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que la holding est adaptée à tes projets ? Et là, on mène une étude. Personnalisée où on va réfléchir, travailler et on va produire ce livrable à ce client. Et dans ce livrable, bien sûr, il y a des préconisations opérationnelles. Et s'il veut qu'on les mette en place, on les met en place, moyennant facturation. Mais déjà, il a payé en amont pour savoir si c'est bien ou pas bien. Et qu'est-ce qui explique qu'il ne va pas voir son expert comptable, ou peut-être qu'il va le voir, mais au final, l'expert comptable n'a pas le temps ou n'a pas... Je sais pas. Non, mais s'il veut, il n'y a pas de souci. Moi, il vient me voir pour une mission précise. Et quand on vient me voir pour une mission précise, et s'il a un expert comptable, moi, je prends mon téléphone, j'appelle l'expert comptable. Il y a l'article 163 du Code de déonto qui nous recommande de contacter l'expert comptable en lui disant « J'ai cette mission, qui n'est pas la mission que tu détiens », où il m'interroge. Et moi, je lui demande son autorisation. Voilà. Bien sûr, si c'est une mission d'expertise comptable, la question ne se pose même pas. Là, pour le coup, je lui écris un mail, je lui demande si je peux entrer en fonction sur le dossier, et il me répond oui, non, et c'est parti. Là, c'est pour une mission qui est ponctuelle. C'est une mission qui est exceptionnelle, mais par courtoisie, j'appelle mon confrère, ma consoeur, pour lui demander si je peux faire la mission. Voilà. Mais ça, c'est très peu. Moi, la plupart du temps, c'est soit des entrepreneurs qui n'ont pas d'expert comptable, soit c'est des personnes physiques qui n'ont pas cette connaissance en gestion et qui n'ont donc pas d'expert comptable. Et donc ça, c'était la première. Ensuite, la deuxième, c'est des missions liées au financement. Les particuliers, les entrepreneurs, souvent ont besoin de cash. Et je suis ce pont, cet intermédiaire qui va aider les entreprises, les particuliers, à développer leurs projets en débloquant du cash. Donc ça, c'est une mission que j'ai beaucoup développée. Donc ça, tu as des exemples, c'est plus des emprunts ou je sais pas C'est essentiellement des emprunts, parfois en pool bancaire avec plusieurs banques qui s'associent sur un projet pour financer une opération. Et oui, c'est de la dette bancaire souvent. En 3, j'ai les missions de management de transition où je vais mettre à disposition mes collaborateurs dans une entreprise pour une période donnée. Donc ça peut être des missions en audit interne, ça peut être des missions en comptabilité, ça peut être des missions... on s'adapte aux clients. Divers et variés, mais ça c'est plus du coup sur un laps de temps défini. En général, ça c'est soit pour remplacer une personne ou en attendant qu'on recrute quelqu'un, ce genre de choses. Et il y en a beaucoup, surtout en ce moment. Et 4, après, c'est les missions classiques, c'est-à-dire la mission de présentation, la création de société, le secrétariat juridique... Parce que le social, je l'ai externalisé, pour le moment. C'était un choix, mais peut-être que tu vas l'internaliser. Peut-être que je pourrais l'internaliser, mais en tout cas, si demain je dois l'internaliser, je veux pas que ce soit un produit d'appel pour mes clients. Moi, je veux que le produit d'appel, ce soit le conseil, pas le social. Et est-ce que du coup, tu as des clients qui sont venus à l'origine pour une prestat de conseil et qui finalement se sont dit je voudrais que Wave soit mon expert comptable 8 sur 10, hein. Beaucoup. Hein. Parce que quand on est satisfait, après ça donne envie de continuer. Oui. Outre du coup ton activité de cabinet, tu es aussi présidente du CJEC. Alors c'est un peu comment on pourrait dire ça, la grande sœur de l'annexe. Donc c'est après, une fois qu'on a le diplôme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le CJEC, à quoi ça sert, quel est ton rôle ? Oui, donc c'est le club des jeunes experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc c'est une association qui existe depuis 1983. D'ailleurs, elle va avoir 40 ans et on organisera une très belle soirée aux Estivales. Donc c'est le congrès des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes qui aura lieu le 30 juin et le 1er juillet au Beffroi de Montrouge. Donc c'est une association qui a pour objectif d'aider les jeunes experts comptables et commissaires aux comptes quand ils s'installent
ou quand ils souhaitent par exemple s'associer aussi. On est en train de développer une offre pour les experts comptables diplômés évoluant dans un cabinet qui souhaitent s'associer. C'est l'association qui est pour moi indispensable pour un expert comptable diplômé qui souhaite se lancer. On a des offres avec des partenaires qui sont très intéressantes. On a ce réseau aussi. L'association à laquelle il faut impérativement adhérer. Ce que j'allais dire, c'est un peu un mème maintenant. Wahib qui dit adhérer au CJEC. J'ai vu que quand tu voyais des diplômés, tu leur mettais systématiquement un commentaire adhérer au CJEC. Mais oui, je pense que c'est important. Enfin, surtout, comme tu dis, quand on veut se lancer, des fois, il arrive que si on n'était pas à l'annexe ou autre, on n'a pas forcément de réseau. Et ce que je te disais tout à l'heure, où toi, tu n'as peut-être pas eu ce frein de te dire je vais monter mon cabinet, mais tu as des personnes qui peuvent se dire bah mince, comment on fait ? En fait, j'ai le diplôme, mais quand tu n'as pas un peu, on va dire, travaillé sur ton état d'esprit, si tu t'es pas projeté en tant qu'entrepreneur, tu peux te poser la question déjà, est-ce que j'entreprends ou pas ? Si j'entreprends, comment on fait ? Enfin, ça fait un peu peur, je pense, pour certains. Donc ça peut être une façon un peu justement de faciliter tout ça et de rencontrer aussi des confrères qui se posent les mêmes questions parfois que nous. Ça peut être rassurant, je pense. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Alors, je ne sais pas si c'est arrivé, peut-être la liberté d'arriver à l'heure que tu veux, parce que tu me disais en off que aussi bien toi que tes collaborateurs, vous êtes plutôt des lèves tard, qui commencent plus vers 9h30, 10h que vers 8h30, 9h. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier ? Alors, je ne sais pas si tu te considères plus expert comptable, entrepreneur, ou peut-être un peu les deux. Ouais. Moi, je me considère comme entrepreneur avec une équipe à mes côtés pour répondre aux services, pour répondre aux questions de nos clients. Donc en réalité, si tu veux, je vais parfois être expert comptable, parfois être commissaire aux comptes parce que c'est une activité qui représente une part importante de mon cabinet. Et parfois, ça va être uniquement de la com. Parce que je considère qu'aujourd'hui, expert comptable, en tout cas, un cabinet d'expertise comptable, c'est 80% de com, 20% de technique. Pourtant, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'on voit. Tu vois, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les cabinets, en général, ils communiquent pas beaucoup ou peut-être mal. Enfin, toi, tu penses qu'ils devraient beaucoup plus communiquer, enfin, comme une entreprise. Moi, je suis d'accord pour dire que les cabinets d'expertise comptable, et le mien y compris, pour beaucoup, maintenant bien évidemment il y a des exceptions, il y a des minorités qui ont une belle image de marque et qui communiquent très 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 bien et on va tout faire pour se rapprocher de ces cabinets, mais je considère que la majorité des cabinets ne communiquent pas suffisamment. Et je considère qu'aujourd'hui un cabinet d'expertise comptable doit avoir une image de marque, doit communiquer, doit démontrer à sa clientèle que c'est pas uniquement l'expert du chiffre, mais qu'en réalité, c'est l'expert du conseil. Et ça, si tu veux, il faut le faire savoir. Et pour le faire savoir, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut maîtriser sa com. Et pour maîtriser sa com, il faut parfois être entouré de professionnels. Et pour être entouré de professionnels, il faut parfois aussi savoir investir. Et en réalité, parfois, on ne va pas penser systématiquement à cet investissement. Alors qu'en réalité, il est primordial. Après, d'autant plus dans le contexte qu'on a aujourd'hui où les cabinets ont plus tendance à refuser des clients qu'à aller les chercher. Et du coup, forcément, tu vois, je pense que quand tu n'as pas besoin de clients, tu te dis, j'ai pas besoin de communiquer. Alors qu'en soi, ça peut servir aussi pour la marque employeur, etc., pour recruter des collaborateurs. Après, on a tous besoin de clients. C'est-à-dire que les experts comptables, les professionnels qui vont dire, non, mais on n'a pas besoin de clients, c'est faux. On a tous besoin de clients, petits ou gros. Un client reste un client. Et celui qui me dit aujourd'hui j'ai pas besoin de clients, c'est comme s'il trouve un billet de 100 € par terre, il le prend pas. Donc non, le billet de 100 par terre, il trouve un billet de 100, t'inquiète pas, il va se baisser, il va le prendre son billet. Donc on a tous besoin de clients. Donc maintenant je suis d'accord pour dire que la profession, elle n'arrive pas suffisamment à mettre les arguments qu'il faut pour attirer les meilleurs talents. Donc ça c'est vrai, on a un problème de collaborateurs et aujourd'hui parfois on a des dossiers, des mandats, mais on n'a pas des forces vives en face pour pouvoir les produire. Ça c'est vrai, mais dire qu'on refuse des clients,
parce qu'on en a trop, c'est faux. C'est pas parce qu'on en a trop, c'est parce qu'on n'a pas assez de ressources en face, c'est ça? Ouais, mais en tout cas, ils les prennent, parce que dans ce cas-là, pourquoi les collaborateurs et les collaboratrices terminent pour la plupart en période fiscale pas avant 20 heures? Parce qu'ils sont surchargés, donc les dossiers, ils les prennent et ils leur donnent. Donc non. Et est-ce qu'il y a des choses... c'est quoi que t'aimes le moins dans ton métier? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes le moins? Peut-être... L'administratif. L'administratif, c'est vrai? L'angoisse. Pour celle du cab ou celle des clients? Les deux. Les deux. Nous, on est un cabinet assez digitalisé, plus qu'assez, on va dire, digitalisé pour le coup. Il y a zéro papier. Mais l'administratif, quand nos clients reçoivent des courriers, c'est l'angoisse. Ce qui peut paraître un peu surprenant, puisque pour beaucoup de personnes, justement, le métier, entre guillemets, d'expert comptable, commissaire aux comptes, c'est de l'administratif. Et pour autant, pas forcément au final. Non, pas forcément. C'est pour ça que je dis... ce métier, c'est 80% de com, 20% de technique. Parce que un expert comptable, il a la possibilité de devenir chef d'entreprise avec le temps, parce qu'il passe du libéral au chef d'entreprise avec une équipe. Et une fois qu'il a son équipe, ensuite, il met en place des process, il met en place des formations, il forme ses collaborateurs, bien évidemment, il supervise. Mais ce que je veux dire, c'est que le métier, il évolue. En tout cas, les fonctions attribuées à l'expert comptable évoluent. Et c'est important du coup d'avoir ces process bien en tête, de maîtriser bien évidemment tous les sujets, mais savoir déléguer, c'est important si on veut grandir. C'est pour ça que je dis que c'est 20% de technique et 80% de com. Pour un collaborateur technique, c'est peut-être l'inverse, et encore, parce qu'on compte sur nos collaborateurs pour pouvoir commercialiser ces missions de conseil, parce qu'on n'a pas attendu 2023 pour dire les experts comptables ne font pas de conseil. Les experts comptables font du conseil depuis 1945. Par contre, les experts comptables, depuis 1945, ont du mal à marketer ce conseil. Et aujourd'hui, l'enjeu de notre profession, c'est de sensibiliser, mais la profession le fait bien déjà, et elle continue de le faire, et c'est très bien. Mais il faut continuer à véhiculer ce message auprès des 21 000 experts comptables que nous sommes, pour réussir à ce que nos collaborateurs prennent aussi ce réflexe, pour que les clients arrêtent de considérer que l'expert comptable, c'est uniquement le producteur des comptes annuels. Mais ce travail, il est fait, il est même bien fait, je trouve. C'est sur du long terme. C'est sur du long terme, mais je suis sûr qu'avec la facture électronique et tous les éditeurs de logiciels qui nous proposent des services topissimes, qui clairement rendent encore plus agréable notre métier, fait qu'on est sur la bonne voie. Et ça va être à nous, experts comptables, de prendre ce virage et de se dire on va faire autre chose. Mais pour faire autre chose, on sort de notre zone de confort. Tu sais, je t'en ai pas parlé, mais quand j'ai commencé à entreprendre, et aujourd'hui encore, 80% voire 90% des missions que notre cabinet offre à nos clients sont des missions que je n'ai jamais réalisées pendant mon stage d'expertise comptable. Parce que pendant mon stage d'expertise comptable, pour ma part, quand j'étais en commissariat aux comptes, j'étais en mode CAC classique. J'ai pas le souvenir pendant ma carrière d'auditeur d'avoir réalisé des missions de commissariat aux apports, des missions de commissariat à la transformation, des commissariats à la fusion, des missions exceptionnelles. Et en réalité, quand tu démarres, quand tu es un jeune commissaire aux comptes, ce sont les premières missions qui te sont permises parce qu'elles sont plus accessibles et elles sont surtout très intéressantes et très rentables. Et en réalité, tout ça pour te dire que j'ai eu mon diplôme, mais en réalité, je savais quasiment rien faire encore. Et j'ai commencé à apprendre une fois que j'ai été chef d'entreprise où j'ai appris d'autres choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup appris pendant mon stage, énormément, mais c'était pas suffisant. Et aujourd'hui, c'est pas encore suffisant. Il faut continuer. Ça sera jamais suffisant finalement. Et ça sera complètement. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Et d'ailleurs, l'ordre préconise aux experts comptables de continuer de se former, à raison de 120 heures tous les 3 ans. À la différence des CAC où c'est une obligation, où il faut se former, du coup en tant que CAC, on a l'obligation de se former 120 heures sur 3 ans. Donc c'est essentiel. C'est vrai que la facture électronique, finalement, ça va plus être une opportunité parce que forcément, les clients, en gros, je schématise, mais ils vont dire, entre guillemets, votre taf, il est déjà fait, vous avez beaucoup moins de temps à passer sur le dossier. Donc, ça va être une opportunité pour les cabinets, justement, de communiquer sur d'autres missions qu'ils peuvent réaliser et que les clients, des fois, n'ont pas conscience. Oui. Ah oui, complètement. Complètement. Maintenant, on va voir comment ça va se matérialiser, parce qu'aujourd'hui, clairement, je suis un cabinet qui est digitalisé. En quoi la facture électronique va-t-elle modifier
notre organisation. Donc on attend de voir. Mais en tout cas, on est prêt. Pour les cabinets qui sont peut-être 100% digital, a priori, ça ne va pas révolutionner le quotidien. C'est peut-être pour les autres cabinets qui sont encore parfois papier, enfin les cabinets et aussi les clients, parce que tu as aussi des clients des fois qui sont réfractaires au changement, à prendre des outils digitaux. Donc, Bien sûr. Nous, en tout cas, on se tient prêt, on est attentif et on s'adaptera aux exigences de cette facture électronique. Et est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi ? Oui, moi je suis assez fier de mon parcours parce que je suis un peu plus sérieux, mais je ne me prends pas forcément au sérieux. Et ça, c'est important. Je suis quelqu'un de très terre à terre, très terre à terre, assez vrai, voire très très vrai même. Donc oui, je suis content parce que j'ai gardé cette personnalité, j'ai gardé ces traits de caractère qui font que je suis Wahib. Je n'ai pas changé. Et je suis toujours le même. Et donc, oui, je suis fier de mon parcours, parce que j'exerce 2 métiers élitistes, essentiels pour notre économie, indispensables pour beaucoup du point de vue de nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis fier aussi d'apporter en plus dans la profession via le CJEC et l'annexe auparavant. Donc, je suis content de mon parcours. Comment tu gères ton équilibre vie pro, vie perso, parce que du coup, je suppose qu'en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes, et puis forcément dirigeant d'un cabinet, tes journées, voire des semaines bien remplies. Tu nous disais que tu faisais du sport 2 fois par semaine, il me semble. Comment tu t'organises ? Enfin, tu es aussi président du CJEC. Comment tu t'organises pour faire tout ça ? Quelle est la place de ta vie perso là-dedans ? Écoute, je suis assez bien organisé. Je vais te répondre en 2 temps. Au cabinet, j'ai la chance d'avoir une équipe douée, une équipe qui apprend vite, une équipe avec des juniors et des seniors. J'ai la chance aussi d'avoir ma compagne, qui est également ma consoeur, qui manage et dirige le cabinet en mon absence. Et ça, c'est un plus et c'est vecteur de valeur ajoutée pour le cabinet, parce qu'en réalité, même si je ne suis pas là, le cabinet, il tourne tout aussi bien, voire mieux. Donc en réalité, je suis assez serein sur le cabinet. Maintenant, effectivement, si je passe un peu moins de temps, je fais moins grandir mon cabinet. Oui, et encore, j'ai envie de te dire, et encore, parce que c'est pas le CJEC ou ma vie perso qui m'empêche de prendre un coup de fil ou d'honorer un rendez-vous. Donc en réalité, c'est de l'organisation. Je fais un peu moins de sport à la rigueur, c'est mon seul regret. Même si j'en fais 2 fois par semaine, c'est pas suffisant. Il faudrait que j'en fasse un peu plus, parce que du coup, j'ai tendance à manger souvent au resto. Souvent au resto, mais ça c'était même quand j'ai été étudiant, c'était pareil. Donc ça n'a pas trop changé. Mais on va dire que je mange. Quand j'étais étudiant, je mangeais au resto, mais je faisais beaucoup de sport. Là, pour le coup, je mange au resto, mais je fais moins de sport. Et du coup, c'est important de faire du sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me manque, on va dire. Moi, j'aimerais bien retrouver une bonne silhouette parce que je vais mieux me sentir. Et c'est un métier qui demande beaucoup d'endurance. Pour être endurant, il faut être très très bien dans sa peau. Donc moi, je suis plutôt bien dans ma peau. Et il ne faut pas non plus s'inquiéter. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien être encore plus dynamique. Et ce dynamisme passe par beaucoup de sport. Et ce sport passe par du temps qu'il va falloir s'accorder, se donner, s'imposer, pour réussir à faire ce qu'on aime. Parce que souvent, on a tendance à être comme des robots. On va au boulot, après on va manger, donc là on sort, ce soir on passe la soirée avec la copine, le lendemain on va voir les copains, le lendemain on va voir la famille. Oui, c'est important, mais il faut aussi savoir souffler. Donc moi j'arrive aujourd'hui à partir en vacances régulièrement, à voir mes proches, à être disponible pour mes clients, assez disponible aussi pour mes équipes. Donc l'équilibre, si tu veux, il est bien. Très disponible pour l'association, surtout en ce moment. Je gère plutôt bien. Il faut par contre que j'ai cette énergie, cette santé, et ça passe par du sport. Ouais, s'accorder du temps pour soi. S'accorder du temps pour soi et ne pas subir son emploi du temps. Parce que si on devient expert comptable, commissaire aux comptes, chef d'entreprise, et on subit ce temps, c'est pas bon.
C'est pas bon. C'est important de préserver cet équilibre, non pas vie pro, vie perso, parce que je considère que la vie pro, c'est de la vie perso. On passe 75% de vie au travail, donc si on considère qu'aller au travail, c'est un fardeau, faut changer de métier tout de suite. Donc le travail, c'est la vie. Et aujourd'hui, je considère que ma vie, elle est plutôt bien équilibrée. C'est peut-être aussi parce que toi, du coup, le fait d'être chef d'entreprise, je comprends d'autant plus le fait de ne pas avoir de barrière entre le perso et le pro, ce qui est peut-être un peu moins vrai quand t'es salarié. Ouais, mais tu vois, moi, quand j'étais collaborateur, auditeur, pendant mon stage, l'environnement, il était tellement stimulant qu'en réalité, je me sentais pas forcément dirigé. Bien sûr, il y avait une hiérarchie, bien sûr, je respectais les consignes, bien sûr, j'allais dans le sens du groupe, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je fais pareil, tu vois. C'est ce que je te disais, pourquoi je suis fier de moi, parce que je suis resté moi-même. C'est pas parce que je suis chef d'entreprise avec 7 collaborateurs que je vais être quelqu'un d'autant, d'inaccessible, de sec, de méchant, pour asseoir ma légitimité et mon pouvoir en interne. Non. Moi, je suis resté comme je suis et je suis pas prêt de changer. Et je veux plus qu'on parle de vie perso, vie pro. Aujourd'hui, il y a une vie, c'est une vie. Et dans cette vie, il y a l'entreprise. Et heureusement qu'il y a l'entreprise, sinon on ferait quoi? Je sais pas, on ferait du sport. Ouais. Pour finir, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner au Wahib qui a 20 ans, là, qui doit être en DUT GEA? Qu'est-ce que tu lui dirais? D'avoir un peu plus confiance en lui. Moi, si tu veux, je suis comme le vin, quoi. J'y suis allé progressivement. J'ai pris beaucoup d'assurance avec le temps. Et j'aurais aimé, si tu veux, à 20 ans ou à 15 ans, avoir plus de confiance en soi. Parce que j'ai pas toujours eu la confiance que j'ai aujourd'hui. Cette confiance, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée. À 18 ans, je l'avais pas. À 15 ans, encore moins. Et peut-être que si j'avais cette confiance, j'aurais pu, par exemple, essayer de croire à certains de mes rêves, dont notamment le sport. Donc, le conseil que je donnerais, c'est celui à Wahib il y a 10 ans, du coup, ou il y a 15 ans, c'est ne pas se fixer de barrières, ne pas se fixer de limites. Parce qu'en plus, on en a des fois, de par l'environnement, enfin, on a déjà des barrières qui vont venir spontanément. Donc, si nous-mêmes, on se fixe nos propres barrières, en fait, Oui, c'est ça. Pas. Il faut, on est complètement en phase. Donc, ce serait ce conseil, moi. C'est le conseil que je donne, c'est que je me serais donné, c'est d'être confiant. Et c'est la confiance. Et la confiance, ça se travaille. Moi, la confiance, j'ai eu de la confiance parce que j'ai eu beaucoup d'amour et je l'ai toujours reçu. Et j'en ai encore aujourd'hui aussi, avec mes parents, avec ma famille, mes amis. Donc, j'ai toujours été un enfant gâté, avec des parents qui faisaient n'importe quoi pour ravir ses enfants, leurs enfants plutôt. Donc ça vient pas de, tu vois, si je devais, ça vient pas forcément des parents. C'est plus moi pour le coup qui avait du mal à croire que certaines fonctions étaient possibles pour moi. Et par exemple, le métier d'expert comptable qui te paraissait non inaccessible ou c'était non, c'était plus le sport? Ouais, c'est plus dans le sport, plus jeune, mais parce que du coup à 20 ans, entre 18 et 20 ans, j'ai beaucoup gagné en maturité. J'ai beaucoup évolué à l'IUT de Corté, énormément. Ça m'a fait un grand bien. J'ai beaucoup gagné en maturité, en confiance. Mais j'aurais aimé, si tu veux, avoir plus. Le conseil, c'est confiance. Ok, top. Bah écoute, pour ceux qui nous écoutent, prenez confiance en vous. En tout cas, que ça soit passer le deck ou pas, créer son cabinet ou pas, mais ayez confiance en vous. Bah écoute, merci beaucoup Wahib pour cet échange. Merci Julie, rentre bien et à bientôt. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h